C'est l'Adosphère, l'émission francophone qui parle aux ados. Salut, c'est Eloïne, on se retrouve ensemble sur vos radios du groupe C-Média ou bien un podcast sur Spotify, sur notre podcast qui s'appelle C'est l'Adosphère, puisque cette émission, eh bien, c'est l'Adosphère, l'émission radio qui parle aux ados, mais pas que, parce qu'on a envie de parler un petit peu à tout le monde. Alors dans cette émission, on parle de trucs fun, on parle de trucs culturels, on va parler également d'histoire, mais avant tout, on va parler un tout petit peu d'actualité. Alors on va commencer dès maintenant avec ça, on va parler des infos de la semaine. C'est On Air dans l'Adosphère. Adosphère. Un point sur l'actualité de la semaine. Et pour commencer, on va parler d'un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps et je me suis dit « Ah ouais, ah tiens, je savais pas ça !» Et puis après j'ai vérifié et en fait c'était faux. Alors vous allez voir, on va débunker un truc faux qui circule sur les réseaux sociaux. Le décodeur, une info ou une infox, décryptée ou débunkée. Et la fausse nouvelle dont je vais vous parler cette semaine, elle n'est pas vraiment nouvelle comme nouvelle. C'est plutôt une info que je vous disais que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux et qui disait que les chiffres que l'on nomme les chiffres arabes, donc les chiffres que l'on connaît aujourd'hui, qui vont de 0 à 9, eh bien, ils auraient été dessinés en fonction de leur nombre d'angles, en disant que le chiffre 0 n'a pas d'angle, le chiffre 1 a un angle, le chiffre 2 en a 2, le chiffre 3 en a 3, etc. Et en fait, ça, c'est une théorie qui est fausse. Les chiffres n'ont pas été créés avec cette idée-là d'utiliser le nombre d'angles pour définir quel chiffre représenterait quoi. Car en fait, on les appelle les chiffres arabes, c'est parce que c'est des chiffres qui ont été introduits pour la première fois dans un livre écrit vers Bagdad, donc dans un pays qui est arabe, vers les années 1830, et qui a commencé du coup à utiliser ces chiffres dans cette forme-là, qui était issue d'une délégation indienne. Et donc en fait, l'Inde a influencé les Arabes qui ensuite ont utilisé ces chiffres qui nous ont été transmis à l'Europe, notamment par l'intermédiaire de la langue arabe et du fait que les Arabes ont occupé pendant très longtemps l'Espagne, donc qui est au sud de l'Europe, et qu'ensuite l'Europe a fait partie de ces colonisateurs qui se sont exportés un peu partout dans le monde et donc qui ont transmis ces chiffres-là allant de 0 à 9 un peu partout dans le monde, mais c'est pas du tout à la base des chiffres qui sont censés avoir des angles et dont les angles représentent le nombre du chiffre. Cette idée-là, c'est une idée reçue qui a émergé beaucoup plus tard à l'ère du numérique, quand les gens ont commencé à schématiser un peu plus les chiffres. Le top actu. 3 actus en bref. Vous l'avez entendu, c'est l'heure du top actu, c'est-à-dire qu'on va parler très vite de 3 actus de la semaine ou en tout cas des derniers jours. Et on va parler d'actualité qui, si vous êtes intéressé par ça, eh bien vous pouvez faire plus de recherches sur internet pour en savoir encore plus. Nous, on reste un tout petit peu en surface parce que on n'a pas le temps de tout vous raconter en détail. Mais on va parler tout d'abord d'un comic, d'une BD de Superman qui date de 1939, le tout premier Superman, le Superman numéro 1, qui a été retrouvé par des frères dans un grenier de maison et qui a été mise aux enchères. Et c'est devenu la bande dessinée la plus chère au monde, puisqu'elle s'est vendue à plus de 9 millions de dollars américains, c'est-à-dire 12,75 millions de dollars canadiens. Est-ce que vous imaginez ce morceau de papier, le prix qu'il vaut ? Moi, je trouve ça complètement dingue. Et sur un tout autre sujet, on va parler d'une autre nouvelle de cette semaine. Ces derniers jours, vous avez certainement vu apparaître sur votre compte Spotify, si vous en avez un, ou sur le compte Spotify de vos parents, quelque chose d'assez intéressant. Pour les jeunes, en tout cas, c'est le Spotify Wrapped. C'est tous les ans une revue qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a écouté le plus dans l'année, quels sont les artistes qu'on a le plus écoutés, quels sont les podcasts qu'on a le plus écoutés, quelles sont les chansons qu'on a écoutées en boucle cette année, et qui nous permet de savoir un petit peu comment on est défini musicalement sur l'année 2025. Ils sont sortis, ça y est. Moi, je vais vous dire que le mien, il était bizarre. Je ne sais pas pourquoi Spotify a des statistiques vraiment bizarres de moi. Fait que la chanson que j'ai écoutée le plus cette année, j'en suis sûre et certaine parce que je l'ai écoutée au moins une fois par jour,
elle apparaît sur Spotify comme quoi je l'ai écoutée que 30 fois dans l'année. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. J'espère que votre Spotify Wrapped est mieux et plus intéressant que le mien, mais je vous laisse vous en parler parce que, en vrai, ce truc-là, c'est sympa pour nous parce que ça nous permet de savoir qui on est, mais c'est aussi un moyen pour Spotify de faire de la pub parce que finalement, tout le monde parle de Spotify sur les réseaux sociaux, par exemple. À chaque fois, on republie tout ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, donc pour eux, ça leur fait de la publicité gratuite pour leur application. Ça, je trouve ça très intéressant, commercialement parlant. Et enfin, on va retourner au Canada. En tout cas, on va parler du Canada pour cette troisième info. On va parler, par contre, d'un endroit qui est un petit peu loin, mais assez surprenant. On va parler de la Colombie-Britannique, à proximité de Bella Bella, où il y a des chercheurs qui ont filmé des loups sauvages qui tirent des casiers à crabes hors de la mer à l'aide de la ligne qui est accrochée. Et ils ouvrent les casiers à crabes et ils mangent dedans pour se nourrir. Donc c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que les loups n'ont rien trouvé d'autre pour se nourrir. Et aussi eh bien, parce que les casiers à crabes finalement étaient endommagés et ces casiers-là ils sont utilisés pour lutter contre le crabe vert européen. Donc s'ils sont endommagés, eh ben, ils servent moins bien et l'espèce se reproduit beaucoup et ça met en danger d'autres mammifères marins. Et tous les chercheurs pensaient que justement c'était des mammifères marins qui abîmaient ces casiers-là. Et c'est grâce à des images de vidéosurveillance qu'ils ont fini par découvrir que c'était les loups qui étaient assez stratèges et qui arrivaient à tirer tout ça hors de l'eau. C'est assez surprenant, je trouve, à quel point les animaux parfois peuvent être beaucoup plus intelligents que les hommes finalement. Et on va continuer tout de suite avec une bonne nouvelle qui se rapproche beaucoup plus de chez nous puisque c'est une bonne nouvelle du Nouveau-Brunswick dont on va parler tout de suite. C'est le Flash Bonne Humeur, la bonne nouvelle de la semaine. Et oui, je vous le disais, la bonne nouvelle de la semaine, elle se passe au Nouveau-Brunswick puisqu'il s'est passé à la fin du mois de novembre, il n'y a pas si longtemps que ça, un gros événement qui s'appelle la campagne de l'arbre de l'espoir, au cours de laquelle vous avez peut-être entendu également sur vos radios du groupe C-Média, nous avons fait un radioton avec toutes les autres radios de l'Arcan, donc des radios communautaires du Nouveau-Brunswick. On s'est rapprochés tous ensemble pour faire un live lors de cette fameux arbre de l'espoir pour pouvoir appeler au maximum au don. Pourquoi on parle du don ? Parce que c'est une collecte pour permettre des recherches médicales sur la question du cancer et donc il y a eu cette collecte-là à la fin du mois de novembre. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que cette collecte a dépassé sa cible et elle a connu la meilleure année en termes de résultats, en termes de dons, depuis la fin de la pandémie. Donc en fait, 2025 est meilleur que 2024, 2023, 2022, 2021 et même 2020. Donc c'est vraiment une très bonne année. Au total, c'est 1 426 149 $ qui ont été ramassés. Alors que le goal de base, c'était d'avoir à peu près 1 million de $ et si possible plus. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle et ça va permettre de nombreuses recherches pour les patients et les survivants de certains cancers. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle et on voulait la partager avec vous. On en a fini des actualités de la journée, mais on va parler culture dans un instant. C'est l'Adosphère. Adosphère. Place désormais à la culture dans C'est l'Adosphère et j'allais dire la culture avec un grand A, mais bon, il faudrait que je révise mon épellation du mot culture parce que je crois pas qu'il y ait de A dedans. Alors on va se lancer tout de suite avant que je continue à raconter n'importe quoi. C'est le passeport des curieux dans l'Adosphère. Le repère des recommandations culturelles. Et comme je parlais justement de lettres, eh bien j'ai envie de parler de livres. Et on va commencer à parler d'un coup de cœur de l'année pour moi. Cette année 2025, l'un de mes coups de cœur, c'est le livre dont va vous parler Annette tout de suite. Le coin lecture, présenté par Annette Boudreau, aide-bibliothécaire. Le livre d'aujourd'hui, c'est Lever de soleil sur la moisson, le tout nouveau prequel de la série Hunger Games par Susan Collins pour les jeunes adultes. Lever de soleil sur la moisson nous présente l'histoire de Hamish Abernathy et sa victoire lors des 50e Hunger Games. Explorez la complexité de Hamish pendant que nous apprenons davantage sur l'histoire du District 12. Une histoire qui est à la fois pleine d'espoir et de tristesse. Disponible en format papier et comme livret et livre audio en ligne avec prêt numérique et à la bibliothèque Le Commandant. Un livre plutôt triste, on s'accorde à dire ça, hein, vraiment. Les Hunger Games, ils sont pas connus pour être très joyeux, en même temps, ils sont tellement beaux, ces livres. Et en parlant de beauté, on va parler d'autre chose qui est beau. Et dans la vie, moi, je trouve que la musique, c'est très très beau. Alors, on va parler musique tout de suite.
En musique avec Denis Melançon, enseignant. On vous parle aujourd'hui de Vichten, un groupe de musique traditionnelle acadienne originaire de l'île du Prince-Édouard et des îles de la Madeleine, reconnu pour sa façon de mêler les traditions musicales acadiennes à des sons contemporains. Le groupe a été formé par les sœurs jumelles Pastel et Emmanuel Leblanc, ainsi que Pascal Mius. Il est aujourd'hui surtout connu pour son album Expansion, paru en 2024 dans le cadre du projet Vichten Connections, un hommage à Pastel Leblanc, malheureusement décédé en 2022. L'album réunit des collaborations avec des artistes du Canada, du Sénégal et du Pays de Galles et propose des versions réinterprétées de compositions inachevées de Pastel. Expansion a d'ailleurs remporté le prix de l'album de l'année au East Coast Music Award de 2025, faisant de Vichten le premier groupe acadien et francophone de l'histoire des ECMA à recevoir ce prix prestigieux. Un documentaire accompagnant l'album présente des entrevues avec le groupe et les artistes invités, ainsi que des vidéos musicales pour chaque morceau. En 2024, Vichten a adopté une nouvelle formule en trio avec le retour de la collaboratrice de longue date Megan Bergeron, pianiste, chanteuse et danseuse, présente sur le tout premier album du groupe Vichten. Le disque Connexion et Expansion, c'est vraiment un disque de 7 pistes inspirées de plus de 150 compositions inachevées retrouvées sur les appareils électroniques de Pastel Leblanc. Je vous présente aujourd'hui Gaillard, qui met aussi en lumière le groupe de temps en temps. Et après une découverte musicale, il est l'heure de souligner un exploit sportif réalisé au Centre scolaire et communautaire Samuel de Champlain l'année dernière. C'est la pause transpi avec John Boutot, enseignant. Donc, cette semaine, nous allons parler de la bannière de golf interscolaire remportée par nos Jaguars. Donc, la bannière de golf, c'est la bannière provinciale dans la division A que notre école a remporté l'année dernière, en 2024-2025. Et il est de mise de mentionner que c'était la première de l'histoire de l'école. Je crois que c'est un sport dans lequel l'école participe depuis longtemps, parce que l'équipe est composée au maximum de 6 joueurs. Puis la saison est très courte. Ça se joue, il y a un tournoi de zone, donc dans la zone sud ici, dont on doit participer pour se qualifier pour la compétition régionale. Ensuite de ça, la semaine suivante, c'est la compétition régionale qu'on va compétitionner contre les écoles de la zone ouest. Puis, si les résultats sont bons et qu'on se qualifie pour le dernier tournoi, qui est le tournoi provincial, les élèves se rendent au tournoi provincial la 3e semaine. Donc, c'est une saison très courte. C'est 3 semaines, une après l'autre, un tournoi à chaque samedi et tu dois te qualifier le samedi pour le prochain. Aucune deuxième chance. Et j'aimerais mentionner l'alignement de golf que nous avions l'année dernière. Sur l'alignement de golf, nous avions Alec Wilson, Noah Willett, Logan Bourque, Jacob Mathieu Gilbert, Eric Summers et Félix Harding. Ils se complétaient très bien. Il faut que je mette de l'avant, ça ne fonctionne pas avec les scores individuels, c'est au score d'équipe, donc tu gagnes la bannière en équipe. Donc oui, tu peux peut-être avoir le meilleur joueur de la journée avec ton équipe. Par contre, si les autres joueurs de ton équipe ne performent pas bien, tu n'as pas accès à la bannière. Donc c'est vraiment un effort d'équipe. Il y a 6 joueurs, les joueurs mettent tous de l'avant, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et à la fin de la journée, les 4 meilleurs scores sont pris et comptabilisés pour compétitionner contre les autres équipes au classement général. On avait 6 bons joueurs, puis les 4 meilleurs scores étaient pris à la fin de la journée pour comptabiliser. Une belle performance sportive donc pour cette équipe et on leur souhaite le même succès cette année lors des prochaines phases régionales et provinciales. Quant à nous, on en a fini avec la culture et dans un instant, on parlera d'un peu plus de fun et de choses complètement random et ahurissantes, alors restez à l'écoute. C'est l'Adosphère. Adosphère. Est-ce que comme c'est la 3e partie, il faut que je dise bonjour pour 3 parties, 3 bonjours, je sais pas. Écoutez, on se retrouve pour la partie où on va parler de trucs fun, inspirants, rigolos, qui moi m'amusent et j'espère vous amuser vous aussi, mais qui sont définitivement complètement, c'est inutilement essentiel dans l'Adosphère. Le plein hebdomadaire d'infos absolument oubliables et donc totalement indispensable.
Bon, puisque c'est comme ça et qu'il s'agit de parler de trucs qui servent à rien, mais que je vais quand même retenir, parce que même si on dit que c'est inutile, moi, je vais pas pouvoir m'empêcher et je vais les retenir au lieu de les oublier, alors que ça ne me sert à rien dans ma vie. J'espère que je suis pas toute seule et que vous aussi, vous avez le même problème que moi. Mais alors, pour commencer, on va commencer par un petit truc fun, un petit truc vrai. C'est le moment... Ça ne sert à rien. C'est inutile, mais c'est drôle. Voici le Funoscope. Et le fun fact du jour, on va parler de Jurassic Park. Alors je sais, le film est un petit peu vieux, mais je me suis dit que vu qu'il y en avait un qui était sorti il y a pas longtemps, cette année, le tout dernier de la série, en tout cas pour le moment, on allait parler de ce fameux Jurassic Park. Alors dans le premier et certainement dans les autres, mais en tout cas c'est une info qu'on a pour le premier. Les gens se sont demandé comment est-ce qu'ils avaient pu faire le son du T-Rex. Évidemment pas avec un dinosaure, puisque les dinosaures ils sont extincts depuis des milliers et des milliers d'années, donc c'était pas possible d'avoir le bruit du dinosaure fait par un vrai dinosaure. Alors comment est-ce qu'ils ont créé ça ? On pourrait se dire qu'ils ont inventé ça à partir de rien et qu'ils l'ont créé avec une machine, avec un ordinateur ou avec la voix d'un humain qui imite le bruit potentiel d'un dinosaure. Eh bien non, en fait, effectivement, c'était fait par ordinateur, mais c'était un mix de plusieurs bruits d'autres animaux. Et alors c'est là où ça devient vraiment improbable, c'est que le mix d'animaux, c'était un cri de tigre, un cri d'alligator et des bruits de bébés éléphants. Et tout ça, tout réuni, ça a transformé Jurassic Park puisque ça a créé un iconique dans le film. Et en parlant de cinéma d'ailleurs, ça va également être la thématique du prochain moment durant lequel on va discuter avec une classe que vous connaissez déjà depuis quelques semaines parce qu'on la retrouve toutes les semaines à l'antenne. Et toi, tu préfères quoi ? Voici les réponses des 5e années de la classe de Marie-Luce Claveau. Et si je vous dis qu'on va parler de cinéma, c'est tout simplement parce qu'on va parler de la question que j'ai posée aux élèves cette semaine. Et la question c'était... Est-ce que vous préféreriez vivre dans un film muet ou bien dans une comédie musicale ? Et alors, il y en a qui ont eu des réactions très 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 vives, dans le sens où il y en a qui détestent les comédies musicales et qui préfèrent le silence, et d'autres d'un autre côté qui ne supporteraient pas de ne pas pouvoir parler. Alors si je devais vous donner mon avis, moi je vivrais dans une comédie musicale. Pour la simple bonne raison que je crois que je vis déjà dans une comédie musicale, puisque je parle tout le temps. Et j'ai beaucoup de musique chez moi tout le temps, toute la journée j'ai de la musique en fond. Donc j'aurais du mal à être dans un film muet. Et du coup on va commencer par écouter l'avis de ceux qui, comme moi, préféraient vivre dans une comédie musicale. Je préfère vivre dans une comédie musicale parce que là-bas, je peux chanter librement sans qu'on m'interrompe. Et d'un autre côté, il y a des élèves qui ont vu un aspect que je n'avais pas imaginé du côté du film muet, qui pourrait être pas mal parce qu'on n'aurait pas besoin de savoir parler des milliers de langues puisqu'on n'aurait pas besoin de la voix et du vocabulaire pour échanger avec les autres. On a choisi la film muet car comme si tu ne sais pas un mot, tu peux juste les actuer. C'est presque impossible que tu oublies un mot car tu peux juste le faire avec tes mains. Et c'est un très bon argument de leur part car ça m'a presque convaincue. On va complètement changer de sujet, on va arrêter de parler de films puisque de toute manière je suis désolée de vous le dire mais je pense pas que ce soit prévu au programme de pouvoir vivre dans un film, un de ces quatre. Mais il y a un truc qui est prévu au programme tout de suite et qui a un peu un rapport avec ce qu'on vient de dire sur les films muets. C'est un rapport de vocabulaire puisqu'on va parler de nouveaux mots que peut-être, vu qu'on ne vit pas dans un film muet, vous allez pouvoir utiliser dans votre vie de tous les jours. Voici maintenant le dictionnaire des bizarretés présenté par Fabien Kokolkoff, enseignant. Le mot d'aujourd'hui, c'est oniromancie. L'origine du mot nous vient directement du grec, cette fois-ci, avec une combinaison de deux mots. Oniro, qui signifie rêve, et de mantia, qui signifie divination, ou l'idée générale de prédire l'avenir. Donc lorsque l'on assemble les deux mots ensemble, ça nous donne l'action de prédire l'avenir grâce au rêve. Quelqu'un qui fait de l'oniromancie, c'est quelqu'un qui essaie de savoir ce qui va se passer dans le futur grâce aux rêves. Dans la pratique moderne maintenant, les rêves sont beaucoup analysés en psychologie par exemple, parce que ça nous apprend à nous connaître.
Et pour vous laisser sur une histoire d'oniromancie, je vais vous raconter un fait intéressant à propos d'Abraham Lincoln, ancien président américain. Si vous ne le saviez pas déjà, Abraham Lincoln a été assassiné avant la fin de son mandat. Quelques jours seulement avant sa mort, il aurait dit à sa femme et ses amis qu'il avait rêvé de funérailles à la Maison-Blanche. Lorsqu'il a demandé aux soldats dans son rêve qui était mort, ils lui ont répondu « le président ». Il s'est fait assassiner. C'est fou comme histoire, vous trouvez pas ? Et des histoires d'oniromancie comme ça, il y en a plein alors. Qu'on y croit ou non, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Et moi, ce à quoi j'ai réfléchi tout en écoutant Fabien, c'est au fait que les présidents habitent souvent dans des palais ou des châteaux et que j'ai envie de vous parler d'un château. Alors on va le faire tout de suite. Les exploits fous. Les exploits fous. Des records du monde qui n'ont aucun sens. Ouais, je vous ai teasé un château, puis en fait je crois que je vais vous décevoir. Mais bon, c'est pas grave, je trouve ça un petit peu drôle. Allez, je me lance. Le record du monde duquel on va parler aujourd'hui, il date un peu, mais il est toujours en vigueur. Depuis le 16 octobre 2007, vous imaginez, ça fait 18 ans que ce record n'a pas été battu. Il a été établi aux États-Unis, à Dallas, au Texas, lors d'un événement particulier qui était la State Fair, qui est un événement annuel. Et lors de cet événement, il y a un monsieur qui s'appelle Brian Berg, qui est assez connu dans le domaine des châteaux, mais peut-être pas les châteaux que vous pensez. Il est connu dans les châteaux de cartes, parce qu'il est connu pour faire des statues et des espèces de gros châteaux immenses qui ont vraiment une tête de château pour le coup. C'est pas juste deux cartes que t'as mis l'une contre l'autre et qui tiennent dangereusement. C'est vraiment des châteaux de cartes énormes. Et lui, il est vraiment spécialisé là-dedans. Et en 2007, il a établi le record du monde du château de cartes le plus haut au monde. Alors on se dit, bon, bah il a peut-être fait un château de cartes qui fait sa taille, c'est déjà énorme. Un château de cartes qui ferait la taille d'un humain, genre 1m80, c'est déjà énorme. Mais alors imaginez, son château, il fait 7,86 m de hauteur. C'est vraiment, on peut empiler 4 humains l'un sur l'autre et ça fait ça. Faut imaginer 4 adultes hommes l'un sur l'autre, ça donne ça. Et c'est le record du monde dont on parle cette semaine et c'est Brian Berg qui l'a obtenu. Bravo à lui, il le tient toujours, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas eu de contestation depuis des dizaines d'années. Alors peut-être qu'il serait temps que vous vous entraîniez pour le battre peut-être un jour ce record, non ? On va complètement changer de sujet pour la journée mondiale qui arrive tout de suite. 7 jours dans une semaine, mais une journée mondiale mise à l'honneur. Et la journée mondiale mise à l'honneur cette semaine, elle a eu lieu lundi, mais bon, il n'est jamais trop tard pour en parler, puisque c'était la journée mondiale du climat. Elle a lieu chaque année le 8 décembre et elle est créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales, pour faire bref, c'est des espèces de grosses associations qui sont à l'échelle de plusieurs pays. Et le but d'une journée comme ça, eh bien, entre autres avec l'UNICEF, avec l'ONU, etc., c'est de parler du climat, de montrer qu'il est important de lutter contre le réchauffement climatique et qu'il est important de faire attention à nos émissions en CO2, à notre pollution, etc., puisqu'il y a des millions de personnes qui sont affectées par des vagues de froid ou de chaleur et que le changement climatique est bel et bien présent. Donc c'est une journée dont on voulait vous parler aujourd'hui, évidemment, parce qu'elle est vraiment très importante. Dans quelques instants, on vous parlera de notre petit moment qui change chaque semaine. Et cette semaine, on parlera d'histoire de l'Acadie. C'est l'Adosphère. Adosphère. On se retrouve avec une partie qu'on va retrouver une fois par mois. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'histoire et plus particulièrement de l'histoire de l'Acadie, évidemment. Alors, on va commencer par le début et puis le mois prochain, on continuera jusqu'à arriver à nos jours en parlant de l'histoire donc des francophones au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Et cette semaine, pour finir l'Adosphère, la grande histoire. Une année marquante pour le Canada ou l'Acadie, Raconté par François. L'histoire des Acadiens, elle commence en 1603, mais c'est pas l'histoire de son territoire. Le territoire a été déjà occupé depuis des millénaires par des populations autochtones, entre autres. Et c'est en 1603 que débute l'histoire francophone en Acadie. Tout prend racine un 8 novembre 1603.
Attribution par Henri IV de France à Pierre Dugas de Monts d'une charte royale qui prévoit la colonisation de l'Acadie. En tant que gouverneur de l'Acadie, de Monts obtiendra plus tard le monopole du commerce de la fourrure pour 10 ans. Pour l'aider à arriver en Acadie, Pierre Dugas de Mons choisit le cartographe et explorateur Samuel de Champlain. En 1604, Dugas de Mons et Champlain fondent le premier établissement acadien sur l'île de Sainte-Croix, qui est située aujourd'hui entre le Nouveau-Brunswick et le Maine aux États-Unis. Mais l'hiver, il y est très dur et près de la moitié des colons meurent du scorbut ou du froid. Face à cet échec, les Français cherchent un lieu mieux adapté et dès le 17 juin 1955, ils sont partis de l'île de Sainte-Croix. Départ en bateau du sieur de Monts, de Champlain et des survivants de la colonie de l'île Sainte-Croix à la recherche d'un nouvel emplacement. Le groupe traverse la baie française, soit la baie de Fundy, et s'établit à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. C'est un lieu stratégique, fertile et protégé du vent. Champlain y fonde un jardin modèle, un ordre récréatif nommé l'Ordre du Bon Temps pour maintenir le moral et assurer une alimentation variée, ainsi qu'un centre d'échange avec les Mi'kmaq, dirigé par des figures importantes comme le grand Sagamo Mambertou. Quelques années plus tard, en novembre 1609, un événement en France parle de l'Acadie. Marc Lescarbot, premier historien en Amérique du Nord, publie ses 3 premiers volumes intitulés « Histoire de la Nouvelle-France » à Paris, après avoir passé une année en Acadie. Ce serait bien de retrouver ça, ces 3 volumes-là. Imaginez, ça a été écrit en 1609. Petit à petit, la France tente de réimplanter sa présence en Acadie. 2 familles nobles jouent un rôle crucial. Charles de Saint-Étienne de la Tour s'installe au Fort La Tour, aujourd'hui situé à Saint-Jean. Et à l'opposé, en 1932, un autre nom se fait connaître. Isaac de Razilly est nommé responsable de la Compagnie de la Nouvelle-France à Port-Royal et plus tard, lieutenant-gouverneur de l'Acadie, ce qui remet en question la nomination de Charles de Saint-Étienne de la Tour à titre de gouverneur de l'Acadie. De la Tour, il a eu ses problèmes avec les patrons en France. C'est pour ça qu'il a été éventuellement dégommé, on va le dire comme c'est, là. C'est ça qui s'est passé dans sa vie. L'opposition avec les Britanniques, également présents sur le territoire, est toujours bien palpable. Un groupe d'Écossais dirigé par Andrew Forrester de Charles Fort, c'est-à-dire Port-Royal à d'autres moments de sa vie, attaque le fort Sainte-Marie dans le havre de Saint-Jean. Le gouverneur Latour réagit en s'emparant des biens des commerçants anglais dans la région du Maine à Machias. Isaac de Razilly, lieutenant-gouverneur d'Acadie basé à Port-Royal, meurt en 1935. Son second, Charles de Menou-d'Aulnay, prend immédiatement l'ascendant. Mais Charles de la Tour ne compte pas se laisser faire et les querelles reprennent dès le 10 février 1638. Louis XIII donne à Charles de la Tour une partie de l'Acadie, y compris le cap de l'île de Sable et la forteresse à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. L'animosité entre la Tour et Daunet donne naissance à une guerre civile. La Tour est rapatriée en 1641. Faut dire que le même jour, le même roi, à la suite du décès du gouverneur de Razilly, Louis XIII nomme Charles de Menou-d'Aulnay, le fameux Daunet en question, lieutenant général de l'Acadie, en lui permettant d'exercer son autorité seulement sur Port-Royal, La Havre et sur Pentagouet, qui est Castaigne dans le Maine maintenant. Alors donc, il donne une partie du territoire aux 2 ennemis francophones, si on veut. Et c'est là que ça a viré en guerre éventuellement. C'est le 17 avril 1645 qui marque la fin tragique de cette guerre. Alors que Charles de la Tour cherche de l'aide à Boston pour conserver son emprise en Acadie, son rival Charles Daunet attaque le fort La Tour. Après une défense héroïque, Françoise-Marie Jacquelin, l'épouse de La Tour, se rend et meurt peu après. Donc notre bonhomme, il a perdu son fort et sa douce. C'était pas une bonne journée pour lui, on va dire ça comme ça. C'était pas meilleur pour la douce non plus, par exemple. Après sa victoire, d'Aulnay est le maître incontesté de l'Acadie. Il reconstruit Port-Royal, développe massivement l'agriculture et les digues, attire de nouveaux colons français, les familles acadiennes grandissent et il maintient également de bonnes relations avec les Mi'kmaq. Malheureusement, en 1648, d'Aulnay meurt accidentellement, noyé dans la rivière, causant un vide politique important. Charles de la Tour, qui avait trouvé refuge à Boston, revient en force. Il reprend ses biens et reprend même l'épouse veuve d'Aulnay pour assurer une cohésion politique. C'est le début d'une nouvelle ère dont on vous parlera le mois prochain.
puisque l'Adosphère, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver, je vous le rappelle, tous les mercredis à 18h et tous les samedis à 13h, mais également en podcast sur notre chaîne Spotify. Alors n'hésitez pas à nous écouter là-bas et à nous donner des commentaires sur ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine à vous. C'était l'Adosphère, l'émission francophone qui parle aux ados.